Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 39. Comme tu peux le voir ici, on a un calendrier économique qui est assez bien garni cette semaine. On a des événements qui sont plus importants que d'autres et c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Donc lundi, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau membre de la FOMC qui va parler. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a les Flash Manufacturing PMI à 9h45 ainsi que les Flash Service PMI dans la même horaire. On enchaîne à 10h par le Richmond Manufacturing Index. Donc tout ça, ça reste important, mais c'est pas le main event parce que le main event il arrive juste après. On a un discours de Powell à la suite du vote des taux d'intérêt qu'il a baissé la semaine dernière de 0,25 points. Donc c'est pas énorme, on s'y attendait tous, mais voilà, c'est arrivé et forcément c'est de la résonance sur tous les marchés financiers corrélés au dollar américain. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a les ventes de logements neufs, donc ça forcément c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on a tous besoin d'un toit sur notre tête, mais ça reste pas le plus important. Le plus important il va arriver en fin de semaine. Donc qu'est-ce qu'on a ici le jeudi à 8h30? On a un de nos main events de la semaine, les final GDP, et donc ici on voit le QQ qui veut dire quartile, qui veut dire trimestriel, donc ça reste important parce que on a une version définitive de la croissance trimestrielle concernant le PIB américain. On a une employment claim classique, la demande initiale d'allocation chômage qu'on a chaque semaine, et après on a aussi des révisions au niveau des commandes de biens durables hors transport et incluant aussi les transports. À 10h on a les ventes de logements déjà existants, donc c'est les contrats signés, c'est à pas confondre avec ce qu'on a la veille, et le vendredi on a vraiment le main event de la semaine qui arrivera à 8h30, le Core PCE Price Index. Donc ça c'est l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation hors énergie et hors alimentation. Donc forcément ça va être notre main event parce que maintenant qu'on a parlé des taux d'intérêt la semaine dernière, le nerf de la guerre suivant ça va être le taux d'emploi, le taux de chômage et tout ce qui concerne l'inflation. Il faudra suivre ça de très près et on finira par le sentiment du consommateur, donc une révision du sentiment du consommateur. Et il faut faire très très attention par rapport aux chiffres qui nous sont énoncés parce qu'ils sont souvent révisés, et les chiffres qu'on a eu à NFP, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, on a eu une révision et on a eu même pas une révision, on a une rectification. Donc il y a eu des gens qui ont sauté, on a coupé des têtes à la Fed parce qu'on avait un écart d'à peu près 90 000 créations d'emplois qui n'existaient pas dans les chiffres NFP. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir une récidive de ça. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a Trump aussi qui avance ses pions à la Fed. Donc le monsieur Miran qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo au niveau de lundi, les annonces économiques, ce monsieur ici là, et il vient d'être élu à la Fed lundi dernier. On a Waller et Bowman aussi qui sont aussi des pro-Trump quelque part. En gros, Trump il essaye de mettre un petit peu ses pions au niveau de la Fed. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a Powell qui reste sous pression politique alors que son mandat finit en 2026. Donc eux, clairement, c'est potentiellement les remplaçants qui veulent un CDI à la Fed et détrôner Powell. On a aussi Intel, ex numéro 1 des processus aujourd'hui en difficulté, qui reçoit un gros coup de pouce de Nvidia avec 5 milliards investis pour tenter de relancer la machine. Donc on a des indices qui ont décollé. On a la rumeur de Tesla Phone qui continue à circuler et Musk dément, mais ça fait quand même parler parce que on a carrément Tesla peut-être qui va faire des téléphones avec Starlink, donc waouh, donc les indices waouh. Et on a aussi du coup rappel jeudi, on a les GDP, c'est le PIB trimestriel des États-Unis, et on a vendredi le Core PCE Price Index, l'indicateur préféré de la Fed, qui seront nos deux main events de la semaine à venir. Donc ceci étant dit, maintenant on va pouvoir passer sur les graphiques pour comprendre qu'est-ce qu'on attend la semaine prochaine sur les indices américains. C'est parti. Donc ici en weekly, notre marché, il ressemble à ça. On a toujours le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite, une bougie vaut une semaine ici. On a toujours ces niveaux inférieurs qui sont restés ouverts, mais du coup, ils sont restés ouverts et ils vont le rester parce qu'on a un marché hyper trendy. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'où vient le marché et où est-ce qu'il pourrait aller. Donc le marché, d'où il vient? Il vient ici suite à la divergence qu'on a eue entre le SP500 et le Nasdaq. Ça nous a permis de monter et casser des anciens all-time high pour créer des nouveaux all-time high. Et on n'est pas à l'abri cette semaine de créer des nouveaux all-time high sur nos deux actifs, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le SP500. Donc la semaine dernière, on a eu une semaine complètement bullish ici, qui nous a créé un déséquilibre avec le previous week low, et ici cette bougie, la bougie du 2 septembre, donc la première bougie de notre mois de septembre. Donc ici, on a créé un déséquilibre, un BC en weekly, exactement la même chose sur le Nasdaq ici. Et donc comme on peut le voir ici,
cet ancien volume imbalance, on s'en est servi comme un déséquilibre pour pouvoir monter et créer ce all-time high ici qu'on a créé la semaine dernière. Alors que sur le Nasdaq, on est venu, on a clôturé en dessous, donc le volume balance il n'a plus lieu d'être, mais je le laisse ici car celui du SP500 il n'est toujours pas clôturé au corps, et nous on sait que sur les volumes balance on veut une clôture au corps, mais ça c'est très loin de notre prix actuel. Le prix actuel, où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc ici, la petite bougie noire, c'est la bougie en cours de cette semaine, et on va essayer de comprendre, est-ce que on va avoir une bougie plutôt bullish ou plutôt bearish? Moi, je suis plutôt du postulat où on est bullish jusqu'à preuve du contraire. Le contraire, on l'aura pas. Ici, notre premier obstacle prix, il sera où? En termes weekly, il sera ici. Ici, si on revient sur le haut de la semaine précédente, on aura un immediate rebalance. Mais on n'est pas à l'abri de faire le bas de notre semaine ici, par exemple, et créer potentiellement un futur déséquilibre comme on l'a fait la semaine dernière. Donc moi, je m'attends à revenir ici sur le quadrant supérieur de cette bougie. Donc quand je parle du quadrant supérieur, je vais prendre le dealing range de la semaine dernière. Je vais venir le diviser ici, et pourquoi pas venir sur le quadrant supérieur de la semaine dernière, donc les 25%, voire les 50% ici, et par la suite monter. Je me vois plus rester sur les 25% ici par exemple et faire le point bas de la semaine, notre manipulation ici. Il en va de même sur le Nasdaq, ce que je suis en train d'expliquer sur le SP500, ça vaut aussi sur le Nasdaq. Pourquoi pas accumulation, manipulation et distribution à la hausse. Donc pourquoi pas une distribution à la hausse comme ceci. Donc maintenant que ça c'est dit, les 25% de notre ancien dealing range, il est à peu près ici. Donc ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Maintenant, quand on va regarder ça en daily, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, il est très très simple. Je vais regarder depuis la divergence, la manipulation qu'on a eue ici entre le Nasdaq et le SP500. Et si je prends une standard deviation, entre 1 et 1.5, on peut avoir un retracement. Donc ici, on pourrait retracer. Retracer où? Dans ce déséquilibre daily. Ici, dans ce volume imbalance, on a le même volume imbalance ici. On pourrait retracer sur ça, qui correspond aux 25% de notre ancien dealing range, le range de la semaine dernière, entre le previous week high et le previous week low, et par la suite monter. Monter pour aller chercher quoi? La moitié de la standard deviation entre 1 et 1.5, la moitié c'est 1.25. On pourrait tomber sur les 1.25 ici, on se rapprocherait d'un certain chiffre institutionnel, mais maintenant si on pousse, on irait plutôt sur les 6800. Et sur les 6800, forcément, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre institutionnel, un chiffre psychologique pour le SP500. Ici, si on s'approche des 1.25 sur le Nasdaq, on va tomber sur les 25 000. Le Nasdaq n'a jamais été aux 25 000, un nouveau record historique, donc pourquoi pas aller ici. En tout cas, ces niveaux, ils vont être très très importants la semaine prochaine, c'est ce qui va nous permettre de monter. Donc ici, on peut voir que le Nasdaq, il est très bullish, par exemple, et on peut aussi voir qu'on a laissé énormément de niveaux d'intérêt ouverts. Donc ici, on a un déséquilibre, un autre déséquilibre, celui-là, on l'a comblé, celui-là, on l'a laissé ouvert. Donc forcément, le déséquilibre qui va m'intéresser, c'est le premier qui se présente à moi. Ici, le prix pourrait descendre pour monter par la suite. On sait tous que pour pouvoir monter, il nous faut une manipulation baissière. Ensuite, tous ces anciens déséquilibres, c'est des points d'intérêt qui n'ont pas été comblés. Donc si on a un marché qui veut décliner, il ira combler tous ces anciens déséquilibres. On a le previous week low ici, et ici le previous week low, si je vous le remontre en weekly, on peut voir qu'il est en confluence avec ce BC weekly qu'on a ouvert. Donc je m'attends pas du tout à remonter ici. Par contre, en fin de semaine, on pourrait avoir un mouvement très agressif parce qu'on a le Core PCE Price Index, et ça c'est une annonce à haute volatilité. Donc je m'attends quand même à monter, mais je garde ça à l'esprit, dans un esprit contrarien, une contre-analyse de ce qui pourrait vraiment se passer la semaine prochaine. Donc je suis bullish jusqu'à preuve du contraire, et le contraire, ça serait de venir dans des niveaux inférieurs pour repricer, parce que en ce moment, on a des indices qui sont super hauts, et il y a un moment, il va falloir qu'on retrace un peu. Est-ce qu'on va avoir un deep retracement jusqu'à là, ou est-ce que simplement on va essayer de faire le déséquilibre dont je vous parlais ici, par exemple. Et une fois qu'on aura fait ce déséquilibre et qu'on aura clôturé le mois, pourquoi pas le revisiter? Donc on a deux scénarios possibles cette semaine, et on va voir comment le price action va s'articuler. Maintenant, on va passer en 4 heures. Je vous ai montré l'ancienne standard deviation. Donc ici, l'ancienne standard deviation dont je vous ai parlé à l'instant, c'est la standard deviation ici daily qui nous amène sur ces niveaux-là. Mais quand je regarde la manipulation de la semaine dernière, notre point bas de la manipulation de la semaine dernière, et que je trace la standard deviation, ici la 1.5
correspond au 1.25 de ma Standard Deviation Daily. Donc la Standard Deviation 4 heures et la Standard Deviation Daily ici sont en parfaite confluence. Quand je regarde ici le niveau 2, on atteint presque le niveau 1.5 ici. Et ici, ce niveau 2 arrive presque sur un chiffre encore institutionnel, on arrive sur les 25 171. À 30 points près, on est aux 25 200. Donc ici, on pourrait avoir notre point de retournement de la semaine, donc le point haut de la semaine dans ces zones-là. Donc pour l'instant, comme je vous le disais, je m'attends à descendre dans ce déséquilibre daily et pourquoi pas remonter ici. Si je passe en 1 heure, on pourra voir aussi ici que sous le déséquilibre dont je vous ai parlé en daily, on a des RTH gap. Le RTH gap, on l'a créé jeudi dernier. Donc j'ai passé en Regular Trading Hours pour vous montrer ça. Il en va exactement de même pour le SP500, mais on pourrait vouloir recombler pas forcément tout le RTH gap, mais peut-être même juste les 50% du RTH gap qui correspondrait à peu près aux 50% de ce déséquilibre daily et qui correspondrait du coup en termes de dealing range si on vient à peu près sur les 50% de notre RTH gap qui correspondrait à notre quadrant supérieur ici pour continuer à monter. Dans le cas où on veut combler le RTH gap à 100%, on viendrait ici sur les 50% de notre dealing range de la semaine dernière et pourquoi pas monter à partir de là. Donc ça, c'est ce que je vois ici sur les indices américains. Il n'y a pas grand chose de plus à dire à part que pour l'instant on est bullish jusqu'à preuve du contraire et qu'on n'a pas eu de contraire. Maintenant, pour avoir un contraire, qu'est-ce qu'on va devoir avoir? Ici, on est en 4 heures, on va devoir inverser tous nos petits arrays bullish. On devrait avoir un market structure shift ici et venir combler ce petit déséquilibre. Donc ce petit déséquilibre que je suis en train de vous montrer, je vais venir le highlight ici. On devrait avoir une clôture de corps en dessous de ça et par la suite en daily, on devrait clôturer sous ce déséquilibre ici pour commencer à être bearish en direction de notre previous week low et de notre déséquilibre weekly ici. Donc entre le previous week low et le déséquilibre et cette ligne orange, on a le déséquilibre weekly dont je vous parlais en tout début de cette vidéo. Ça, c'est vraiment le scénario auquel je m'attends pas, à part si vraiment on a des chiffres vraiment pas bons au niveau du Corp SE Price Index. Donc là, je m'attends plutôt à une semaine qui va continuer à être bullish et qui va nous ouvrir un déséquilibre ici en weekly. Comme d'habitude, je te mettrai les screenshots dans la suite de la vidéo avec les annotations des niveaux clés et l'intermarket analyse, que ce soit en weekly sur le SP500 et le Nasdaq, mais aussi en daily. Et ici, comme tu viens de le voir, on vient de faire le biais de la semaine 39, on se voit pour le biais de la semaine 40. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao ciao ciao.